journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est arrivé le jeudi 16 septembre à Lubumbashi pour rendre les derniers hommages à Gabriel Kyungu-Wakumwanza avant son enterrement dans sa ferme privée. La session de septembre, essentiellement budgétaire, a été ouverte le mercredi 15 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, la marche de la Mouka, prévue le mercredi, a conduit à l'embarquement de Martin Fayulu et d'Adolphe Muzito des forces par la police et à la dispersion de leurs sympathisants à coups de gaz lacrymogènes avant les débuts même de la marche initiée par la coalition Lamuka. Le week-end du chef de l'État n'était pas de tout repos après le lancement samedi de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la bonne gestion des deniers publics. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, accompagné de son épouse, la première dame Denise Niakeru, ont procédé dimanche 12 septembre 2021 au camp Colonel Tchachi à Kinshasa au lancement de cantines militaires approvisionnées par des produits agricoles issus des récoltes de service national de la dernière saison. Plusieurs autorités, tant civiles que militaires, ont pris part à cette activité, notamment le commandant suprême de FRDC, celui de la police nationale congolaise, ainsi que celui du service national pour donner les go de ce vaste programme qui compte s'étendre dans tous les camps militaires du pays. D'après le service de communication présidentielle, ces denrées seront vendues à vil prix, soit à 18 000 francs congolais le sac de 25 kg de farine de maïs. Disponible dans un premier temps dans les cas Colonel Tchachi, Badiadingi, Kabila, Lufungula et Seta pour la ville de Kinshasa, mais également les camps Est et Kimbembe pour la ville de Lubumbashi. Le service national est un service spécialisé rattaché à la présidence de la République. Il a été créé depuis octobre 1997 et c'est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation pour des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé sa présence ce jeudi 16 septembre 2020 aux obsèques du feu patriarche Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, décédé le 21 août dernier à Luanda en Angola. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée ce même jour à l'esplanade du bâtiment du 30 juin de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, en présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katwe, les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, ministres, les autorités policières et militaires et autres membres de son parti l'UNAFEC. Pour rappel, Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza est décédé samedi 21 août dernier de suite d'une maladie. Le corps de l'ex-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est déposé dans le mausolée construit dans sa ferme Kiambi, située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi sur la route Kasenga. Tel que consigné dans la Constitution, l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre a eu lieu ce mercredi 15 septembre 2021 dans les deux chambres du Parlement. Tout a commencé à la chambre haute où le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a dans son mot d'ouverture réservé 1 minute de silence en mémoire de Gabriel Kyungu-Wakumwanza et de tous les militaires tombés au front dans les provinces où l'état de siège a été décrété. Et il y a ajouté les différents défis que le pays doit relever, notamment la Covid-19, l'insécurité, la pollution de certaines rivières du pays.
À l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosonko-Diampouanga a lui aussi, pour ceux qui nous ont quittés, réservé 1 minute de calme en leur mémoire. Ensuite, il a rappelé les contextes sanitaires difficiles qui secouent les pays actuellement. Il sied de signaler que cette session de septembre sera essentiellement budgétaire. Cependant, elle pourra aussi servir à épuiser le dossier de la composition des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui traîne encore. Plusieurs personnalités du pays ont rehaussé de leur présence cette double cérémonie. Merci. Donc moi je suis ici avec toute une équipe qui avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre afin de conclure le travail qui nous a tous occupés depuis l'établissement du groupe de travail conjoint le 5 juillet dernier pour signer le plan de transition de la MONUSCO et que ce plan, en le signant, soit formellement transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc ce document va être discuté au Conseil de sécurité et d'ici quelque temps, nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne, sous le leadership de Monsieur David McLachan-Carr et de toute l'équipe, à la fois des agences fonds et programmes et de la mission MONUSCO. Alors, si je dois vous dire le contenu de ce plan de transition, je pense qu'on serait là pour très longtemps, mais je veux juste vous dire, vous inciter, une fois que le document est public, de lire le fait qu'il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre pour que, à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Aselo Okito, qui l'a dit au cours d'une cérémonie organisée à l'immeuble du gouvernement par l'Office national d'identification de la population ONIP en sigle, en marge de la célébration du plaidoyer en faveur de la concrétisation de la date du 16 septembre, Journée internationale de l'identité. Le président de la République a indiqué au VPM de l'Intérieur, ayant inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et de la délivrance de la carte d'identité nationale sécurisée à chaque citoyen. Le gouvernement de la RDC s'est déjà inscrit sur cette lancée. Pour sa part, le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga Ntumba, a fait remarquer la nécessité pour la RDC de soutenir ce plaidoyer de Nations Unies. À ce jour, à l'échelle mondiale, plus d'1 milliard de personnes, dont près de 100 millions de Congolais, ne possèdent pas en réalité une identité légale. Ces personnes naissent, vivent et meurent sans laisser de traces dans un quelconque registre officiel, fiable et viable. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il n'y existe aucun système complet, cohérent et efficace en matière d'enregistrement de la population et de gestion du service de l'État civil. La reconnaissance de l'identité aux citoyens et la délivrance des documents d'état civil se retrouvent ainsi dans une situation critique. En sa qualité de patron de l'Intérieur, Daniel Aselo promet tout son accompagnement au travail de l'ONIP et invite la population congolaise à rester en éveil car dans un délai proche, les opérations d'identification de la population seront lancées par l'ONIP sous supervision de son autorité.
c'est un appel à l'opinion tant nationale qu'internationale. Hier, nous avons livré un grand combat, celui de faire tomber tout un régime, doublé, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale. Et nous avons réussi. Ce n'était pas un combat facile. Quelques jours après, vous voulez encore faire tomber les mêmes bureaux. Non, non, non. Ça ne relève pas de l'union sacrée. Ça ne relève pas non plus aussi des entités qui constituent l'union sacrée. J'entends par entité qui constitue l'union sacrée, MLC, Ensemble des Katumbi et consorts. Donc, c'est une initiative qui relève du député. Nous ne sommes pas là pour condamner les députés, c'est une démarche normale, rationnelle. C'est dans l'exercice, n'est-ce pas, de son travail en tant que parlementaire. Mais nous voudrions saisir l'opinion, tant nationale qu'internationale, que la pétition tant vantée ne relève pas, n'est-ce pas, de la dynamique du Parlement. Ce n'est pas la dynamique du Parlement. Ça veut dire que c'est une pétition qui ne va rien faire par rapport à Bossokonia. Les deux qui devront passer pour... Cette cérémonie marque la reprise des opérations de financement des projets au Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Le directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalenga Makonga, et son adjoint, Christian Ombilingo Mwaka, ont choisi de financer des secteurs cruciaux de la vie sociale des Congolais. Le premier à être financé ce jour, c'est la Société Générale d'Équipement, Sogec-Sarl, qui a obtenu un appui du FPI au titre de prêt pour l'acquisition d'équipements supplémentaires de laboratoire et d'alimentation en énergie électrique à Kinshasa, dans la commune de Kintambo. Ensuite a été le tour de Madame Lili Iongo Yalomochi des établissements ILL Business. La structure a obtenu un prêt pour l'acquisition des équipements de traitement et recyclage des matières plastiques, mais aussi pour le ramassage des déchets plastiques dans la ville-province Kinshasa. Un autre financement a été accordé aux établissements Navigation Service Nasser, représentés par Didier Moukoma. Les établissements Nasser ont reçu un prêt destiné au renforcement des capacités logistiques pour la construction des nouvelles barges. Des barges d'ailleurs qui seront adaptées pour naviguer sur la rivière Loubi afin d'atteindre le port de Ndomba dans la province du Kasaï oriental. Et enfin, c'est l'ASBL, les Enfants du Cœur, représenté par son promoteur Franck Ntamboy Kakonde. Cet ASBL a obtenu un appui du FPI destiné à l'acquisition de 2 ateliers mobiles de forage des puits d'eau potable. L'objectif est d'améliorer la desserte en eau potable dans les localités de Kabinda, Louilou, Ngandangika, Lubao et Kamiji dans la province de la Lomami. À tous ces promoteurs, Jean-Claude Kalenga a rappelé l'essence du devoir, des responsabilités, mais aussi de redevabilité face aux engagements pris avec le FPI. Sachez que vous devez respecter les conditions de prêt et de remboursement. Je voudrais aussi attirer votre attention que le FPI est depuis quelque temps dans un processus de redorer son image de marque qui a été souvent ternie par des accusations peu honoreuses. Et attirer votre attention sur le fait que personne ne peut venir en mon nom ou au nom du DGA ou même des agents venir vous dire donnez-nous de l'argent parce que ces méthodes-là sont révolues. N'acceptez pas de laisser passer des choses qui font croire que les autorités du FPI demandent ou attendent ceci, cela de vous. Non, niet. Si moi je vous prends 15-20% de votre argent, comment allez-vous réaliser le projet? Vous allez vous retrouver en difficulté. Vous avez mon numéro, vous avez mes contacts, vous me poserez la question ou vous m'appelez. En tout cas, faites votre travail en toute quiétude et en respectant les schémas de financement qui ont été mis à votre disposition pour réaliser vos projets. Et bonne chance, je ne suis pas là pour vous intimider, mais en fait c'est pour vous encourager à aller faire le travail qu'il faut que la nation attend.
Jean-Claude Kalenga l'a aussi dit, d'autres projets bancables qui sont dans le pipe du FPI connaissent un criblage pour leur agrément auprès des services attitrés. D'autres financements sont annoncés dans les jours qui vont suivre. La campagne de sensibilisation de la population sur la taxe RAM poursuit son bonhomme de chemin. Nous sommes à la commune de Limete, samedi 11 septembre 2021, précisément au quartier Mombélé, où les ONG font pour les soutiens aux victimes des injustices sociales, FOSVI en sigle, et les programmes multisectoriels de vulgarisation et de sensibilisation PMVS en sigle ont procédé à la sensibilisation des habitants de ces coins. Tout a commencé par les explications du coordonnateur des FOSVI, Maître Edmond Mouepou, à cette population si nombreuse venue pour l'écouter. Cette taxe génère une forte indignation et frustration dans les chefs de la population congolaise, ainsi le coordonnateur de PMVS, Ludovic Kalengai, a dit combien les familles ont apprécié cette descente, pas seulement à Kinshasa, mais aussi en province. D'abord, 14 500 ménages ont été déjà visités depuis le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes le 6e jour. Aujourd'hui, les coordinations nationales de FOSVI ainsi que du PMVS a ciblé le quartier Mombélé dans la commune de Limete. Pourquoi le quartier Mombélé? Parce que c'est un quartier qui a été délaissé. Nous étions plus étonnés de rencontrer des intellectuels qui ont eu à proposer des bonnes stratégies pour RAM qui seront officialisées lors de notre rapport final. Nous le gardons toujours. Nous poursuivons nos consultations et nous remercions toute la population congolaise qui continue à nous faire confiance, à nous donner leurs avis, et nous sommes déterminés à créer cette interaction, comme on l'a toujours dit, entre les gouvernants et les gouvernés. Nous sommes dans les 24 communes de la République démocratique du Congo. Quand nous ne sommes pas sur terrain, il y a des points focaux qui font le même travail, mais nous nous disons que par semaine, qu'il y ait au moins des coordinations qui sont sur terrain aussi pour essayer encore de redonner de la valeur et d'attirer cette population à nous faire confiance. Comme je le dis, nous sommes dans 23 provinces et nous avons déjà des feedbacks. Au total, il y a déjà plus de 150 000 ménages sur toute l'étendue de la RDC qui sont saisis. Nous poursuivons notre travail de consultation. Nous allons réussir à persuader la population congolaise ainsi que les autorités, et nous allons installer cette interaction qui sera la vie de la population congolaise. Pour sa part, Maître Edmond Mouepou n'a pas manqué de mots au micro de votre rédaction. Nous l'avons dit plus d'une fois et nous ne cesserons pas de le répéter. Les injustices sociales constituent un fléau et sont à la base des instabilités de plusieurs États. Alors, voulant contribuer à l'épanouissement de notre pays, nous voudrions éradiquer cette injustice sociale. La résultante ou le fruit des rames n'est pas perceptible dans la vie de populations qui vivent dans des milieux pauvres. De FOSVI de pouvoir faire le travail à la place du gouvernement. Vous-même, journaliste, partenaire de la justice, 4e pouvoir en République démocratique du Congo, vous avez pu accéder à l'information à la base. Et vous avez collecté les informations, vous avez pu obtenir les déclarations des différentes mamans, donc nous n'avons pas de commentaires. La population souffre. Le gouvernement doit tenir compte des desiderata de la population. Les ONG FOSVI et PMVS conjuguent les efforts pour la suppression de ces taxes qui n'a aucun soubassement juridique. Le meilleur reste à l'avenir. Suite aux doléances des utilisateurs des téléphones portables, Jules Alinguete, inspecteur général de finances, vient à la rescousse de cette population en annonçant une mise d'audit sur la taxe RAM qui n'a aucun soubassement juridique et aucune preuve de paiement ou de traçabilité. Notez que le service RAM annonce un allègement des paiements mensuels qui intervient après plusieurs contestations dans l'opinion publique. D'ici la fin du mois, les frais passeront de 1,17 unités à 0,70 pour les téléphones du type 3G et 4G, ainsi que 0,17 à 0,10 pour les téléphones du type DG. La littérature congolaise vient une fois encore de s'enrichir d'un nouvel ouvrage.
ce qui va permettre aux amoureux de la lecture à bénéficier des nouvelles connaissances. Il s'agit du livre Survie et Grandeur, traité des géopolitiques en 2 tomes. Les systèmes internationaux à l'épreuve du Covid-19, un questionnement géopolitique et les profanateurs du 30 juin. Exposé par 4 intervenants, éminents professeurs des universités, le premier ouvrage porte sur le profanateur du 30 juin, présenté au public par le professeur Daniel Makese des relations internationales à l'université de Kinshasa. Ce dernier a présenté l'ouvrage à 5 chapitres portant de l'idée selon laquelle l'auteur s'interroge sur la prise de conscience des Congolais après l'indépendance. Le deuxième s'intitule « Les systèmes internationaux à l'épreuve du Covid-19 » présenté par le professeur Félix Momad. Il faut noter que ce deuxième ouvrage est composé de 6 grands chapitres et 546 pages au total. Quant au troisième ouvrage, l'intitulé porte sur Congo Survie et Grandeur, dont le contenu a été dévoilé par le professeur Évariste Bochab. Composé en 11 stations et 776 pages, le plus volumineux des ouvrages met l'accent sur les réformes de notre système éducatif, inculquer à nos enfants les valeurs conditions sine qua non pour bâtir un Congo nationaliste. Ces 11 stations qu'il qualifie de la délivrance pour sauver le Congo relèvent l'importance des potentiels intellectuels dans le processus de développement. Enfin, les 2 ouvrages présentés par le professeur Labana et le premier intervenant, le professeur Daniel Makese, portent sur la traité des géopolitiques. Différentes conceptions dans le monde, tome 1 et tome 2. Ceux-ci présentent les différentes conceptions partant de tous les auteurs européens jusqu'en Afrique. Ainsi, la fin de la cérémonie a été marquée par les baptêmes de ces ouvrages par le professeur Némi Mouilania pour le premier livre, Séraphin Ngouège pour le deuxième livre, Louise Munga pour le troisième livre et pour le livre jumeau, le professeur Boniface Kabanda, chef des départements des relations internationales à l'université de Kinshasa. Rappelons que c'était une deuxième série de présentations de ces ouvrages après celle de Lubumbashi. Le docteur Eteni Longondo, l'ancien ministre de la Santé, a été mis en liberté provisoire hier mardi 14 septembre après avoir été sous mandat d'arrêt le 28 août 2021. Il est poursuivi pour détournement présumé des fonds alloués à la lutte contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Au mois d'août 2020, l'inspection générale de finances IGF avait soupçonné le docteur Eteni Longondo d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en RDC. L'ancien ministre de Santé a toujours nié avoir détourné cet argent. Selon lui, ces pièces étaient en plein processus de vérification par ses services au moment du contrôle. Dans la ville de Kinshasa, la marche de la Mouka a été étouffée par la police congolaise ce mercredi 15 septembre 2021. Les leaders de la Mouka, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, se sont présentés au quartier 3 dans la commune de Massina au lieu de rassemblement. Malheureusement, ils ont été empêchés par la police en même temps que leurs militants. Signalons que cette marche n'avait pas été autorisée pour ce mercredi par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Ces derniers avaient instruit la police de faire respecter sa mesure. La Mouka avait appelé à l'organisation de cette marche pour s'opposer à la politisation de la Commission électorale nationale congolaise CENI, à la fraude électorale et au glissement après 2023. À la suite des bavures policières qu'a subi le journaliste Patient Ligiodi, j'ai parlé avec le numéro 1 de la police nationale à l'instant et il m'a délégué le porte-parole de la police pour qu'on fasse le point sur la situation qui s'est passée. Nous condamnons fermement ces bavures policières, que ce soit le numéro 1 de la police, des enquêtes immédiates pour identifier les policiers qui sont à la base de cette situation et ils seront sévèrement sanctionnés.
Nous continuons de suivre de près. J'ai discuté avec patient qui a été libéré et qui a reçu les biens qui lui ont été pris. Il reste, je crois, un apologue qu'on suit de près avec la police et nous tenons à rappeler que la sécurité des journalistes est une préoccupation majeure pour nous. Merci. C'est un constat amer. Ici, 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco, dont le premier lot abandonné dans 2 concessions privées situées à la 3e rue, Nouvelle Cité dans la commune de Lancellet. Sur place, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, qui était accompagné de son vice Marc Ekila et de l'équipe dirigeante de l'entreprise Transport au Congo Transco, ont visité ces bus de ce qu'ils qualifient de sabotage des efforts de l'État congolais. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, pour faute d'espace, ces véhicules sont à ces jours sabotés alors que, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco, $1 million avait été décaissé par l'État congolais pour les réparations. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Pour Chéribin Okende, l'État dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés, pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus, mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférents. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. À son retour, Chéribin Okende s'est rendu à la direction générale des Transco. Ici, le patron des transports a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des nouvelles tenues des transports acquises par les nouveaux dirigeants pour les techniciens. Publication lundi 13 septembre de la liste des 53 internationaux congolais présélectionnés par le chef du staff technique national Hector Cooper. C'est en prévision de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, à l'occasion desquelles la RDC sera aux prises en aller et retour directement avec le Madagascar dans le groupe J. Retenez quant aux dates de cette double confrontation que le match aller se jouera le 6 octobre à Kinshasa et les duels retour le 10 octobre à Antananarivo. À retenir également, cette liste sera ramenée à 23 joueurs. Le parcours de la liste révèle la présence de 8 athlètes venus de Tout-Puissant Mazembe, le retour notamment de Jackson Mouleka et de Gaël Kakuta, ainsi que des noms qui apparaissent pour la première fois dans la liste des présélectionnés, comme Mobukia André, qui joue actuellement à Aroura au Portugal. La RDC, qui est 3e dans le groupe J au terme des 2 premières journées avec 2 petites unités, doit tout faire pour se relancer dans le classement. Un objectif difficile dans la mesure où le Madagascar, qui est bon dernier avec 0 points, voudra aussi se faire une place au soleil dans ce groupe.
Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est arrivé le jeudi 16 septembre à Lubumbashi pour rendre les derniers hommages à Gabriel Kyungu Wakumwanza avant son enterrement dans sa ferme privée. La session de septembre, essentiellement budgétaire, a été ouverte le mercredi 15 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, la marche de la Mouka, prévue le mercredi, a conduit à l'embarquement de Martin Fayoulou et d'Adolphe Mozito des forces par la police et à la dispersion de leurs sympathisants à coups de gaz lacrymogènes avant les débuts même de la marche initiée par la coalition Lamouka. C'est la fin de cette édition rétrospective, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.